Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Niki Lauda. Non pas du Niki Lauda pilote, mais du Niki Lauda qui vit en l'air. L'histoire du Lauda patron de compagnie aérienne. Il y a 1 an environ, Niki Lauda nous quittait. On a tout dit sur l'immense champion de F1. Mais saviez-vous à quel point il était passionné d'aviation ? Et comment il a résolu quasiment tout seul l'enquête d'un crash aérien ? Voici l'histoire du Niki Lauda, patron de compagnie aérienne. Andreas Nikolaus Lauda, plus connu sous le nom de Niki Lauda. C'est évidemment 3 titres de champion du monde de F1, 25 victoires dans la discipline, 2 des plus gros comebacks de l'histoire du sport auto. En 76 après un dramatique accident et en 82 après une retraite qui n'en a pas été une. Un surnom, l'ordinateur, 2 greffes de reins, quelques épouses et quelques mois après une transplantation des poumons, la fin. Celui qui s'était relevé 100 fois n'était finalement pas immortel. Lauda a vécu tous les drames, toutes les joies, mais son plus grand drame n'est pas forcément celui qu'on pense. On vous raconte l'histoire de Lauda passionné d'aviation. Raconter l'histoire du Lauda aviateur, cela me trottait dans la tête depuis longtemps. Mais comme souvent pour les idées d'articles, on y pense, on traite un autre sujet et puis on oublie. C'est lors d'un voyage en Autriche, il y a quelques mois avec Honda, que l'idée s'est rappelée à moi. En atterrissant à Vienne après un vol un peu épique, je me suis rappelé que c'était le fief d'une légende de la Formule 1 et qu'il y avait de quoi raconter. Alors qu'il était encore un jeune pilote de F1, Niki aimait également piloter ses propres avions, une passion dévorante, qui le pousse à créer sa propre compagnie aérienne, Lauda Air, en 1978. Mais l'histoire revient autrement. Le 26 mai 1991, Niki reçoit un appel qui lui glace le sang instantanément. Au bout du fil, une voix de femme lui annonce qu'un de ses avions vient de se crasher en Thaïlande. Ne voulant y croire, il demande à son personnel de contacter Mozart. Mozart, le nom de code de l'avion qui a effectué le trajet Vienne-Bangkok via Hong Kong. Les tentatives de joindre l'équipage restent sans réponse. Et petit à petit, l'Autrichien s'enfonce dans son fauteuil, sentant le sol se dérober sous son bureau, comme on dit. L'avion s'est écrasé dans une région montagneuse. 233 passagers sont morts sur le coup, ainsi que 10 membres d'équipage. Dans les heures qui suivent, Lauda s'envole pour la Thaïlande. Les autorités l'attendent, mais surtout il a besoin de voir pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Une fois à Bangkok, il est transporté en hélico près de la frontière avec la Birmanie, région du drame. S'ensuit un long trajet en voiture, la zone de crash étant inaccessible ou presque. À un moment, Niki reconnaît par la vitre du véhicule des serviettes au sol. Ces serviettes lui sont familières. Et pour cause, ce sont celles distribuées dans les avions de sa compagnie. Et il dit « À cet instant, j'ai compris. C'est bien réel. Pendant les kilomètres qui ont suivi, nous n'avons cessé de voir des débris d'avions. » Une fois sur place, c'est une vision d'horreur qui attend l'ex-pilote de F1. Niki marche au milieu des débris entouré de cadavres. Et il redit « C'était un bordel sans nom. Je voyais des habitants se hâter pour ramasser des bagues, des bijoux, sur des cadavres au milieu de la jungle. Ils remplissaient des sacs, avec tout et n'importe quoi. Je les ai vus ramasser les sacs à main des membres d'équipage. Des personnes que je connaissais très bien. C'était horrible. Je n'oublierai jamais cette vision. » Malgré l'émotion, Niki n'a qu'un objectif. Il est très clair. Trouver la cause de l'accident. Quand les réacteurs sont finalement retrouvés à 2 km du fuselage de l'appareil, un détail lui saute aux yeux. Lui, le pilote. Il a remarqué. Un des 2 moteurs est en position inversion de poussée, tandis que l'autre ne l'était pas. Aussitôt, il interroge les enquêteurs, et malgré leur réponse évasive, ce détail va l'obséder. Imaginez la scène d'un Niki Lauda menant l'enquête, au milieu de débris, peut sembler dingue, mais la suite va lui donner raison. Dans les mois qui suivent, l'homme de 42 ans reçoit chaque jour une dizaine d'appels des familles des victimes. Chacun de ces appels conforte Niki dans la recherche des causes de l'accident. Pour Lauda, les choses sont claires. Je me suis rendu compte que le plus important pour les familles, c'était de savoir pourquoi c'était arrivé. J'étais certain d'une chose. Si la responsabilité de Lauda Air était prouvée, je devais démissionner immédiatement. Je n'avais pas réussi à emmener des passagers d'un point A à un point B. Cette réalité m'obsédait. Lauda fait le forcing auprès de Boeing, pendant des mois, pour qu'on mette à sa disposition un simulateur de vol. Chez le constructeur de l'avion, les tests s'enchaînent pour essayer de reproduire toutes les combinaisons de panne possibles, qui pourraient provoquer une inversion de poussée d'un des 2 réacteurs. Les boîtes noires de l'appareil sont détruites.
à l'exception de celle où on entend la conversation des pilotes. Sur celle-ci, on entend l'équipage quelques secondes avant le vol se rendre compte de cette inversion. Un jour, alors que Nicky assiste à l'enterrement des 23 dernières victimes n'ayant pu être identifiées individuellement, il reçoit un coup de fil de Boeing. Après 8 mois et des milliers de combinaisons de panne fictives testées, on vient de trouver l'erreur de conception, un joint torique défectueux, associé à 2 circuits électriques passant par le même câble et tous les deux en court-circuit, ont suffi à déclencher l'inversion de la poussée des réacteurs. S'engage alors un long bras de fer Lauda-Boeing. Le constructeur traînant des pieds pour reconnaître son erreur. La publicité faite par le champion dans la presse fera plier le géant américain. Des tests effectués en conditions réelles par la NASA prouveront que les chances qu'un équipage puisse redresser l'avion dans ces conditions étaient quasi nulles. Niki Lauda est soulagé. La responsabilité de l'accident repose sur les épaules de Boeing. Selon l'enquête officielle thaïlandaise, pourtant, tout n'est pas aussi rose. Un rapport accable en effet la compagnie qui n'aurait pas fait preuve d'une totale transparence. Premièrement, il émet des réserves sur l'entretien de Mozart, qui ne correspondait pas toujours aux préconisations de Boeing. Le rapport fait également état du voyant d'alerte d'inverseur de poussée qui se serait déclenché à 61 reprises dans les mois précédant l'accident, sans que personne ne s'en inquiète. Si cela ne suffisait pas, dans un autre rapport, sorti en 1994, un expert autrichien évoque des dossiers importants qui étaient restés plus de 10 jours dans les mains de Lauda Air et n'ayant finalement été cédés aux enquêteurs que suite à une injection de la justice et une menace de perquisition. Suite à ce rapport, certains imaginent que la compagnie a pu pendant ce laps de temps faire disparaître certaines traces de manquement à la sécurité des dossiers. Comme souvent dans ce genre de drame et devant la complexité d'un crash aérien, il devient très compliqué d'émettre une hypothèse claire des circonstances. La compagnie sera blanchie, mais cet événement tragique marquera à tout jamais Niki Lauda et le suivra jusqu'à la fin. Alors que dans l'esprit des commentateurs sportifs en particulier et des biographes, l'accident, fatal pour lui, du Nürburgring apparaît souvent comme le drame de sa vie. Niki prendra toujours soin de préciser que ceci n'est rien comparé à la douleur de voir un de ses avions de ligne se cracher. Ce drame et la détermination de Lauda auront au moins un effet positif. Tous les Boeing 767 ont désormais un verrou mécanique empêchant cette inversion de poussée intempestive. Malgré cette catastrophe aérienne, jusqu'en 1999, Lauda Air fait figure de success story. 1800 employés, un patron star du sport automobile qui n'hésite pas à prendre lui-même les commandes des longs courriers de la compagnie et une réussite saluée par le monde des affaires. La chute sera vertigineuse. Cette année-là, Niki Lauda annonce pour la première fois un résultat déficitaire. La société dont il possède encore 29% des actions s'enfonce dans la crise. Pour l'exercice suivant, Lauda annonce des pertes de 75 millions de francs de l'époque. Avant même la fin de l'année civile, une séance extraordinaire du conseil d'administration de Lauda Air pousse le champion dehors. C'est la suite logique d'un rapport de la société de révision KPMG qui dénonce de graves irrégularités de gestion. Il se dit alors que les pertes seraient en fait sous-évaluées et atteindraient les 125 millions. Cet épisode est un vrai coup dur pour Niki, qui déclare alors souffrir comme un chien, au moment où il se voit dépossédé de la compagnie qu'il a lui-même créée. Mais le pilote a de l'orgueil. Alors que les nouveaux patrons lui ont formellement interdit d'approcher un avion de Lauda Air, il se rend à l'aéroport de Vienne avec une idée derrière la tête. Comme il dispose encore de tous ses badges et de ses accréditations, il s'inscrit comme pilote sur le vol pour Miami et dans un ultime pied de nez effectue son dernier vol à l'insu de ceux qui l'ont mis dehors. Contre toute attente, le virus de l'aviation n'a jamais quitté Lauda. Il revient en 2003 en lançant Niki, en s'associant avec Air Berlin. En 2011, Air Berlin prend le contrôle de l'ensemble en devenant l'unique propriétaire. Pourtant, la disparition, 6 ans plus tard d'Air Berlin, permet à Lauda de reprendre la main. Lauda détiendra des parts de la compagnie jusqu'en fin 2018. Lauda reste aujourd'hui un exemple de ténacité, y compris dans l'aviation. Mieux, sa stratégie a fait école. En s'associant avec de grosses compagnies, il a réinventé l'approche de la concurrence pour beaucoup de transporteurs disposant d'une toute petite flotte d'appareils.